faut toujours respecter les gestes barrières quand vous sortez, même quand vous êtes à la maison. Respectez toujours les gestes barrières quand vous allez là où il y a beaucoup de gens, même là où on fait des files pour monter dans des taxis, monter dans des bus, aller dans le supermarché. Soyez toujours muni de votre masque. N'oubliez pas votre solution hydroalcoolique. Quand vous rentrez à la maison, lavez vos mains. Vraiment, il faut laver vos mains. Désinfectez-vous pour que ce Covid-19 est réel. Ce Covid-19 tue. Et c'est une pandémie. Nous continuerons toujours à lancer ces mots. Nous continuerons toujours à dire aux compatriotes de rejoindre l'esprit du ministère de la Santé, l'esprit du président de la République, l'esprit de lutter contre ce Covid-19. Bonjour mes très chers téléspectateurs, Mbote Mingi Bisika Bo Zwami, Toye Lisusu, Dingika Kanaote Kolobambale Leki, Toye Lisusu Pona Kolobela après 60 ans. 60 ans après 60 ans, Mboka Nabiso, la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut dire après 60 ans? Toyambaki basali nzambe, toyambi politicien, toyeko luka Delenge, tu peux taper les solos après 60 ans. Devant moi, Lazana, M. Rishi Luntulungu, ensemble, Nayende Toko, ensemble, Tozobeta Masolo, Tali après 60 ans. M. Rishi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Oui, nous allons bien. Moi, je tiens d'entrée des jeux à vous féliciter parce que vous avez très bien prononcé mon nom. C'est un nom qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. C'est une des réformes aussi, 60 ans après, vous prononcez très bien mon nom. Félicitations. Et je tiens à appuyer aussi ce que vous veniez de dire par rapport aux mesures barrières. Déjà, nous avons nos masques sur nous. Nous respectons la distance d'1,5 mètre, ce qui est une bonne chose. Et les gens doivent continuer à savoir que le coronavirus, c'est l'ennemi public numéro 1. Et il faut continuer à se mobiliser là-dessus. Il ne faut pas entendre des histoires, la maladie existe, il y a des dommages qui sont causés. Et moi, j'ai même pris l'habitude de le dire que lorsque nous allons à l'église chaque dimanche ou dans nos mosquées le vendredi, nous prions le bon Dieu pour chasser les mauvais esprits que nous n'avons jamais vus, mais dont nous reconnaissons les effets néfastes. C'est pareil avec la Covid-19. La maladie, elle est invisible, mais la maladie est là et ses effets négatifs néfastes sont là. Donc les gens doivent s'armer davantage contre le coronavirus et ne pas se laisser désorienter. Le message est passé. Je vous remercie. Merci, M. Rishi Luntulungu. Une fois de plus, j'ai bien prononcé votre nom. Luntulungu. Très bien. Voilà. Après 60 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette indépendance? Parce que c'est depuis 1960 que la RDC était un pays indépendant. Nous avons déclaré, réclamé notre indépendance. Tout à l'heure, je viens de discuter avec un monsieur qui disait que les gens qui ont demandé l'indépendance, ils avaient raison. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette indépendance? Bon, vous savez, d'abord il faut dire qu'avant que l'indépendance, avant que la colonisation n'arrive et avant que l'esclavagisme n'arrive, le Congo était un État indépendant. Ouais. Nous n'étions sous l'emprise des personnes. Donc il était tout à fait ordinaire dans les destins de notre nation que nous recouvrions cette indépendance que nous avions acquis en 1960. Moi je suis de ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein. Je ne suis pas de ceux qui voient toujours le verre à moitié vide. Je pense que 60 ans après, nous avons fait beaucoup de progrès. Le pays tel que cela nous a été légué, vous savez dans quel état ce pays nous a été légué. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans différents domaines. Et il faut reconnaître aussi en même temps que nous n'avons pas suffisamment réussi dans tous les domaines. Ça, il faut avoir l'honnêteté d'homme d'État pour reconnaître que le pays a failli dans certains domaines, notamment au niveau des besoins de base de la population. Des besoins primaires que le pays pouvait mettre à la disposition de la population
nous n'avons pas totalement failli. Nous sommes en pleine progression. Nous n'avons pas totalement fait ce que nous devions faire, que d'autres pays en Europe ont déjà su faire, disponibiliser à la population tout le besoin des bases nécessaires à la survie de gens. Sur le plan politique, nous avons enregistré des progrès aussi. Il y a eu, comme on dit en anglais, de up and down. De la dictature, nous sommes passés... c'est vrai que lorsqu'il y a eu l'indépendance, il y a ces vents qui a soufflé de démocratie, mais qui avait été vite dérangé par une dictature qui s'était installée notamment avec un coup d'État. Après cela, nous avons eu un président qui a pris tout son temps au pouvoir. La démocratie est arrivée et aujourd'hui, nous sommes au stade où nous sommes avec la première passation pacifique du pouvoir. Donc il y a des progrès que nous avons faits notamment sur le domaine de la démocratie. Mais nous devons continuer à faire de progrès en tant que nation. Cette nation, telle que nos ancêtres l'avaient rêvé, vous savez que nous sommes au cœur d'une nation qui a toutes les richesses possibles du monde. Jusqu'alors, nous n'avons pas été en mesure de faire jouir à toute notre population ces bénédictions que Dieu a placées notamment dans notre sol. Et cela va aussi avec la formation de l'homme. C'est vrai que quand ce pays nous a été légué, nous avons eu une dizaine d'universitaires et ce sont ces dizaines d'universitaires qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Mais nous avons évidemment noté que sur le plan de la distribution des richesses du revenu national, il s'est posé un problème. Parfois, nous avons l'idée que c'est une classe qui a su traverser les âges depuis 1960, qui bénéficie mieux que le reste de la population. Ça fait partie des progrès que nous devons être en train de faire en tant que nation. Les hommes d'État doivent être au service de la population. Donc, il faut qu'on soit en train de réfléchir en permanence comment faire profiter aux Congolais des bénédictions que Dieu a placées sur notre sol. Et cela va de la responsabilité, évidemment, de tout le monde. Le politicien, il est politicien, il a un mandat, peut-être, pour faire son travail. Bon, après, le politicien, il peut toujours être animé de besoins d'intérêt personnel. Et que fait la population par rapport à ça? Comment la population réagit par rapport à ça? Donc c'est une responsabilité qui est évidemment à tout le niveau. Au niveau du leader, de savoir qu'il est au service de l'intérêt général, et au niveau de la population, de savoir rechercher son intérêt général. Sur ma première question, vous avez cité progrès 5 fois. Et vous avez dit tout au début, vous êtes parmi les gens qui voient le verre à moitié plein. Absolument. Au lieu de voir le verre à moitié vide. Absolument. Par là, vous voudriez dire quoi? Est-ce que l'élo, parce que l'émission est bilingue, je tiens à vous signaler, téléspectateurs, imbo kanga benga bino mingi mingi ba Kongomani, lingala petolo bakanabiso, mais c'est Richi Lontulungu. Est-ce que ba Congolais lo baza fier? Baza penza fier ya koloba ke indépendance ya mboka na biso, toza fier ko betela yango tolo, tozu indépendance, toza un pays indépendant, ça fait 60 ans. Parce que autant il progrès 5 fois, j'étais en train de compter. Très bien. Autant il progrès, mot progrès, tu as dit beaucoup de progrès, autant il mot progrès 5 fois. Puis le bio monaka mboko, le ringa ba jeune oyo, ba monaka verre à moitié plein. Par rapport à quoi tu as dit tout ça? Et puis fier nini ba congolais ba koza nango ya ko beta tolo sur indépendance ya mboka na biso. Bon, lorsque nous disons voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire ne pas nier les quelques évolutions que nous avons eues en tant que nation. Et ce n'est pas aussi nier qu'il y a des défis qui restent à faire. C'est pourquoi on dit le verre à moitié plein. Voilà. Ça signifie qu'il y a une portion d'effort qu'il faut faire, tout en reconnaissant qu'il y a une portion d'effort qui a été fait. D'abord, le fait que nous avons eu cette nation depuis 1960, nous avons connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés aussi, mais nous avons su en tant que nation garder ces pays. Nous avons su maintenir ces pays pour qu'ils soient ce qu'il est aujourd'hui. Je me rappelle même, nous avons connu des moments où les gens se sont dit que ces pays pouvaient se balkaniser.
Nous avons même connu des époques où le pays avait été envahi par 9 armées voisins. Les Congolais sont restés unis en tant que peuple, fiers de cette indépendance qu'ils ont acquis, qu'ils ne vont jamais vendre, qu'ils ne vont jamais brader entre les mains des personnes. Ça, c'est un des acquis que nous avons et pour lequel nous sommes fiers aujourd'hui. Nous sommes dans un pays multilingue, avec beaucoup de langues et de dialectes. Les gens parviennent à rester ensemble 60 ans après l'indépendance et ils tiennent à leur cohésion. Vous avez des pays en face de vous qui ont rarement une seule langue ou deux langues, où il y a des difficultés. Mais vous êtes au Congo avec beaucoup de langues, avec beaucoup de cultures, mais les gens tiennent à être ensemble, fiers de cette indépendance qu'ils ont acquis, qu'ils ne vont jamais vendre. Ça c'est le mérite qui va au peuple congolais. Et il faut le souligner. C'est pourquoi on parle de voir le verre à moitié plein. Aussi, à part ça, vous savez que nous avons à l'indépendance, il nous a été légué une dizaine d'universitaires. Aujourd'hui, le pays en compte de milliers. Ça, c'est un progrès énorme que nous avons eu à faire. Le Congolais a compris que pour mieux gérer l'affaire publique, il faut être instruit. Il faut aller à l'école. Et il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Aujourd'hui, 60 ans après, vous avez la gratuité de l'enseignement primaire. C'est vrai qu'il a été instauré, mais qui va au fur et à mesure, si l'État ne lâche pas avec les efforts. La gratuité de l'enseignement, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Très bien. La gratuité de l'enseignement, avec quel soubassement, avec quelle base d'enseignement, avec quelle base éducationnelle? Très bien, très bien, très bien. Je comprends là où vous êtes. Tout ce que vous dites là, d'abord, il faut considérer le fait que nous avons la gratuité de l'enseignement primaire. Oui, vous pouvez avoir une parcelle, mais sans être construit, pas des maisons. Très bien, ça c'est une... inhabitable aussi. On arrive, ça c'est une avancée. Oui. Parmi les idéaux vers lesquels notre nation devait tendre, c'est pourquoi j'ai parlé au début ici, des biens sociaux de base, oui. des valeurs de base qui reviennent des droits à la population, okay. Notamment l'éducation à la base qui doit être primaire. C'est vrai qu'il y a tous les éléments que vous intégrez. Avec quelle qualité d'enseignement, avec quelle qualité d'enseignant, avec quel ceci. Là, ça fait partie des progrès que nous devons encore faire. Mais nous considérons d'abord le fait qu'aujourd'hui, nous avons cet enseignement de base qui est gratuit et nous devons continuer à converger les efforts pour amener cet enseignement à devenir qualitatif. Et ça va de la responsabilité, tant de l'enseignant, tant de l'État, des élèves et de tout le monde. Voilà. Vous ne pouvez pas être enseignant, vous lisez des manuels qui ont été conçus en 1850 et vous pensez que tout cela est valable aujourd'hui. Après, on va beau critiquer l'enseignement congolais. Donc, il y a des efforts à faire à tout le niveau. Il y a des décisions que l'État doit prendre, il y a l'engagement de la population, il y a l'engagement de l'enseignant lui-même. Je pense que ça, c'est une parenthèse qu'on avait rouvert lorsque nous parlions des progrès. C'est-à-dire que les progrès sont énormes. On ne peut pas énumérer tout le progrès. Mais les défis, évidemment, sont aussi énormes. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore été en mesure de donner à notre population tout ce dont notre population mérite. Vous savez, Patrice Lumumba rêvait de l'avenir de la RDC. Il disait, l'avenir de la RDC est beau. C'est un avenir de dignité. C'est un avenir valeureux. Ça, c'est le rêve que nos pères fondateurs avaient pour le pays. Il faut qu'on soit en train de conscientiser progressivement l'homme congolais d'aujourd'hui pour que tout le monde comprenne que c'est l'idéal vers lequel nous devons tendre. Les Congolais qui viendront dans 50 ans, les Congolais qui viendront dans 100 ans, poseront la question, quel a été le progrès que nous, notre génération, avait amené? Quelles étaient les décisions pour une meilleure vie que nous avons eu à prendre en tant que nation? Donc chaque génération a la responsabilité de préparer la vie d'une génération future. Et ça, c'est ce qu'on appelle même l'intérêt, travailler, être au service de l'intérêt général. Et nous rencontrons énormément de problèmes dans ces sens-là. Vous avez des gens, effectivement, qui pensent qu'ils doivent être d'abord bien eux, qui pensent que leur famille doit être d'abord bien. Mais bon, vous savez, vous pouvez être, tel que je l'ai toujours dit, hein, vous pouvez chasser les moustiques chez vous, mettre tout le parfum possible du monde que vous voulez mettre. Tant que chez les voisins restera sale, ce sont les moustiques du voisin qui viendront chez vous.
Donc pour dire que le Congolais doit être en train de réfléchir suivant l'intérêt général. Si nous nous mettons à réfléchir suivant l'intérêt général, nous pourrons amener tout le monde à jouir des bons droits et nous pouvons être en mesure de mieux satisfaire notre population. C'est les défis que nous avons. Monsieur Richel Lotungulu, continuez. Lorsque nous avons dit à nos partenaires belges que nous voulions d'un État qui soit un État indépendant, c'est parce que nous nous disions que nous pouvons mieux prendre soin de notre État nous-mêmes, que nous pouvons faire mieux que ce que les Belges faisaient pour notre État. L'Europe a pris plus de 400 ans pour être construite en tant que continent. L'Amérique a pris tout le temps qu'il fallait pour être ce qu'il est. La Chine a pris tout le temps. Ça signifie que nous aussi, nous devons avoir des objectifs à atteindre sur le temps que nous devons réaliser. Allez-y. Vous parlez des Occidentaux tout à l'heure. Je viens de noter, vous avez parlé des défis énormes. Moi, je fais allusion au social. Très bien. 60 ans après l'indépendance, parce que le Congo n'a pas 60 ans, nous parlons de 60 ans, c'est après l'indépendance. C'est vrai, le Congo, c'est des dizaines de milliers d'années, c'est voilà, éternel. donc, Voilà. donc nous parlons après 60 ans, l'indépendance que les Congolais ont demandé. Je ne dirais pas à la hâte comme les autres disent, mais je dirais seulement l'indépendance que les Congolais ont demandé, nos pères ont demandé. Après 60 ans, nous dépendons toujours des Occidentaux, M. Richel Lotungulu. Vous ne pensez pas que aussi longtemps nous dépendons des Occidentaux, c'est comme si nous ne sommes pas encore indépendants? Moi, parce que vous même le social du Congolais dépend toujours des Occidentaux. Très bien, moi j'aimerais que vous soyez beaucoup plus spécifique. Lorsque vous dites que nous dépendons des Occidentaux, c'est complexe. Sur quel point nous dépendons des Occidentaux? Et moi je vous réponds par rapport à ça. Il y a une pandémie au pays. Pour lutter contre ces fléaux, pour lutter contre ces pandémies, il fallait attendre même les cas chinés des Occidentaux. Il fallait attendre même le produit des Occidentaux. Quand bien même ici au pays, nous avons de plantes que ces Occidentaux viennent voler, viennent prendre pendant des guerres, pendant ou je ne sais comment, pour aller faire des produits qu'ils nous amènent pour lutter. Là, c'est un petit exemple. Quand je parle des Occidentaux, je voulais bien parler du social du peuple congolais. Très bien. Est-ce que vous pouvez imaginer, là maintenant je parle du pays frontalier, je parle de la Zambie, pour que les Congolais du Katanga mangent normalement, il fallait que la Zambie amène le maïs. 60 ans après, nous dépendons toujours des autres. 60 ans après, nous avons toujours la main tendue. 60 ans après, et vous direz que nous avons fait des progrès. Très bien. Alors, vous dites que nous dépendons des autres sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique. Après, vous avez dit que nous avons des plantes que les Occidentaux viennent voler et qu'ils amènent chez eux. Je ne sais pas s'ils volent, parce que notre pays a des partenariats avec beaucoup d'États, notamment dans des échanges biomédicaux. Que la population ne soit pas de bénéficiaires. Non, j'arrive. Notamment dans le cadre des échanges biomédicaux. Que la population ne soit pas de bénéficiaires. Quand vous dites que la population n'est pas bénéficiaire, si on prend la plante qui fabrique la quinine, dans le cadre des échanges biomédicaux, on amène ça en Europe, on fabrique la quinine. Tu es malade, on te donne la quinine ici. Ce n'est pas déjà on prend la population. La population. On prend le pharmacina. C'était pas ça votre réponse, vous voulez donner. On arrive. Je voulais seulement dire que dans le cadre des échanges biomédicaux, ces genres de transferts existent. Nous parlons de l'artémisia annua aujourd'hui pour combattre le coronavirus. C'est venu de l'Asie. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit que jusqu'à-là, nous n'avons pas encore été en mesure, en tant qu'État, de remplir le besoin primaire, tout le besoin primaire du Congolais. Et là, nous parlons d'abord des besoins sociaux de base. La santé doit être accessible à tout le monde. Pour que cette santé soit accessible à tout le monde, il faut avoir une bonne politique de prise en charge médicale, il faut avoir des hôpitaux, il faut avoir tout ça. Jusque-là, nous avons des hôpitaux dont l'État a financé la construction, mais qui ne sont pas en nombre de prendre en charge tout le monde. Notamment, si on parle des Mama Yemo, par exemple, ici, où vous avez le nombre des patients débordants, on ne sait plus mettre les gens où il y a d'autres qui sont... J'ai même suivi un musicien dernièrement
qui a eu des difficultés parce qu'il a eu à évoquer certains de ces éléments qui, selon lui, étaient comme ça. Dans le cadre des besoins sociaux de base, il faut que nous soyons en mesure de doter à notre population des hôpitaux qui soient des hôpitaux de bonne qualité. Est-il encore qu'il faut que le Congolais soit en mesure d'entrer dans cet hôpital pour avoir le soin? Ok? Nous avons quelques hôpitaux aujourd'hui qui sont là avec nous. Mais si tu poses la question au Congolais lambda, est-ce que tu peux aller te faire soigner dans tel hôpital? Il te dit au Balandéni. Ok? Tu sais pourquoi les Congolais disent ça? Parce qu'au niveau de l'État, il n'existe pas une politique d'assurance, de prise en charge médicale. Comme à Londres, tu as le NHS et dans National Health Service et dans d'autres pays. Il faut qu'on soit en mesure en tant qu'État d'avoir de sortes de NHS qui permettent aux Congolais d'aller se faire soigner. Ça fait partie des choses que nous n'avons pas encore fait en tant qu'État. 60 ans après. Qui rentrent dans le verre à moitié vide. 60 ans après. Qui rentrent dans les verres à moitié vide. Je souhaiterais que vous précisiez 60 ans. Non, j'arrive. Qui rentrent dans le verre à moitié vide que nous devons remplir. Maintenant, tu as posé une belle question. Tu as dit, pour avoir le maïs au Katanga, il faut aller chercher le maïs en Zambie. Pour nourrir la population du Katanga. C'est juste triste d'entendre ça. Et tu as parfaitement raison. Il existe un moment ici dans l'histoire de ces pays où la Gécamine était en mesure de produire des tonnes et des tonnes de maïs qui couvraient suffisamment la demande intérieure. Il a existé un moment dans l'histoire de ces pays où nous produisions le riz Bumba. Nous ne pouvions pas aller chercher le riz au Pakistan ou chercher le riz en Inde. Nous avons un fleuve avec des poissons. C'est une belle problématique. Pourquoi le Congolais doit dépendre économiquement de l'extérieur? 60 ans après. Maintenant, moi, je vais dire ceci. Dans le cadre de ce que nous devons être en train de faire, nous devons nous assurer que nous puissions avoir une bonne politique d'accompagnement de l'investissement local. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de Congolais qui s'essayent. Ils veulent produire le poisson, ils veulent produire le maïs. Mais il n'existe pas une politique, en tout cas une bonne politique d'accompagnement de ces investisseurs locaux et de ces producteurs locaux. Parce qu'il n'existe pas une bonne politique d'accompagnement de ces investisseurs locaux et de ces producteurs locaux au niveau du gouvernement, lorsqu'on a besoin du maïs, eh bien, parce que la production intérieure est faible, nous devons aller chercher le maïs en Zambie. Lorsque nous partons chercher le maïs en Zambie, qu'est-ce qui se passe? Tu connais ce qu'on appelle, ça tu le sais bien, le trésor public. Oui. Le trésor public, c'est l'argent du contribuable congolais, qui provient des taxes, des impôts, tout ça. L'État va prendre l'argent, va aller acheter les maïs en Zambie. Ça signifie ceci, que nous prenons le social des Congolais, nous l'amenons en Zambie. Nous enrichissons les producteurs zambiens, nous enrichissons les producteurs namibiens de poissons. Ce qui leur permet de faire des bénéfices et de mieux prendre en charge leurs familles, et leurs enfants et leurs employés. Et puis on te dira qu'en Zambie, le social est bien, les gens y fonctionnent. Pourquoi? Parce que l'argent du Congo va enrichir ces ménages et ces producteurs. Mais si nous pouvons accompagner au niveau de l'économie locale nos propres producteurs locaux et que nous les aidons à améliorer leur capacité de production pour que ça devienne une production industrielle ou semi-industrielle, ça veut dire que l'argent qui part en Zambie ira au Katanga. L'argent qui va en Namibie, ça va aller au Maïndombe, il y a le poisson. Et si l'argent qui va en Zambie va au Katanga, ça veut dire que ça va rendre le social aux producteurs du Katanga. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Est-ce que le Congo est réellement indépendant? J'arrive. Non, j'arrive. Si tu peux me laisser finir. Je vous en prie. Ça veut dire que si nous prenons l'argent, nous achetons le maïs au Katanga ou au Kasaï, nous transmettons le social aux producteurs du Kasaï.
Ils savent mieux prendre soin de leurs enfants, ils savent les envoyer à l'école. Ok. Ils savent les payer des soins médicaux dans les hôpitaux que nous construisons où ces gens ne peuvent pas aller se faire soigner. Ok. Ils savent aller en vacances, le pays est grand et touristique, il veut aller à Goma, il veut aller prendre de l'air au bord du lac Kivu. C'est là pour dire que chaque fois que nous parlons du social au Congo, parfois nous avons tendance à politiser le terme social, ou encore nous avons simplement tendance à penser que le social, ça veut dire casser la banque centrale, distribuer aux Congolais de l'argent. Le social, c'est exactement ce dont nous parlons. Une bonne politique d'accompagnement des producteurs et des investisseurs locaux, l'achat de la production chez... Nous avons vu dernièrement ici, plutôt que d'accompagner l'État, plutôt que d'accompagner la production locale, l'État dit, moi l'État, je peux être moi-même producteur. Je vais aller faire ma propre ferme et je vais venir vous vendre le maïs ou je ne sais quoi. L'État va faire sa propre ferme et l'État qui va revenir avec une production qui est faible. Mais quand il existe déjà des gens avec des plantations existantes, pourquoi ne pas accompagner ces gens? Mais apparemment, vous n'avez pas répondu à ma petite question dont je vous ai posée. Est-ce que les Congo, la République démocratique du Congo est réellement indépendante? Ben, vous savez, ça c'est une très belle question. C'est effectivement une question que nous entendons tous les jours. Est-ce que mon pays est réellement indépendant? Voilà. Est-ce que mon pays est réellement ceci? Le Congo est un État indépendant. Vous savez, nous ne devons pas être en train de blâmer nos ratés et nos échecs sur les autres. Il ne faut pas être en train de réfléchir pour dire si l'économie de ces pays ne fonctionne pas, c'est les Belges. Ou si l'économie de ces pays ne fonctionne pas, c'est les Américains. C'est là où il faut une prise de conscience collective. Lorsque nous faisons nos décisions, lorsque les députés discutent au Parlement, il n'y a pas l'Américain là-bas. Lorsque vous faites des politiques qui favorisent les Américains ou qui favorisent les exportateurs zambiens, après vous dites que le Congo n'est pas indépendant, que le Congo est dirigé par la Zambie ou bien le Congo est dirigé par... C'est-à-dire l'homme congolais doit prendre conscience pour savoir que le Congo, c'est notre propriété, le Congo, c'est notre terre. Les décisions, c'est nous qui les faisons. Et nous ne serons pas en train de blâmer nos ratés, nos échecs. Tu sais, en tant que nation, il y a des moments dans l'histoire où vous devez vous regarder en face, vous dites, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque moi j'y vais voter, ce n'est pas les Belges qui votent pour moi. Les Belges, ils ne votent pas pour moi. Mais c'est les Belges qui décident. Non, non, très bien. Lorsque moi j'y vais voter, ce n'est pas l'Américain qui place les bulletins dans l'urne pour moi. Ben, tu dis que c'est les Belges qui décident. Bon, ça n'engage que toi. Et surtout que tu es de la presse. Mais moi, je sais que ce sont les Congolais qui partent voter. Et surtout que ceux qui passent, ce sont les Congolais. On n'a pas élu jusque-là un président belge ou un président américain. C'est ce que je suis en train de dire. Que les Congolais doivent avoir cette conscience. Vous savez pourquoi les Européens vivent bien? Ou les Américains, ils vivent bien? C'est parce que leurs ancêtres ont eu tout le temps pour préparer les futures générations. Ils ont construit, ils ont mis un système médical, ils ont mis un système d'éducation, ils ont créé les banques, ils ont... Mais le problème avec nous, et là où nous devons prendre conscience, est que quand nos ancêtres voulaient s'organiser, et que nos ancêtres avaient des projets, des promesses pour le Congolais, l'esclavagisme est arrivé, la traite des Noirs est arrivée, la colonisation s'est imposée. Donc nos ancêtres, qui nous ont tant aimés, toi et moi, et qui nous ont légué cette nation ici, n'ont pas eu le temps de préparer pour nous ce que nous pouvons préparer pour les générations à venir. Alors chaque Congolais qui vit dans cette génération d'aujourd'hui doit savoir qu'il n'est pas un aboutissant, mais qu'il est quelqu'un censé démarrer quelque chose. Et c'est là où la conscience va commencer à fonctionner. Tes petits-enfants qui viendront dans 75 ans, dans 100 ans, ils vivront dans quel monde? Ils vivront dans quel pays? Ils vivront dans quel état? Si tu n'as pas d'hôpitaux aujourd'hui en quantité suffisante pour tous les Congolais,
Est-il encore qu'il n'existe aujourd'hui qu'une centaine de millions de Congolais? Dans 100 ans, il y en aura des dizaines, des centaines de millions, certainement. Mais si avec la centaine de millions de Congolais, les hôpitaux ne suffisent pas pour prendre tout le monde, qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans? Ça, c'est la conscience du Congolais d'aujourd'hui. Donc, si le Congolais d'aujourd'hui travaille avec l'idée, il dit, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour les générations à venir. Face à telle décision, ça ne va pas profiter à mes enfants à venir, à mes petits-enfants. Je crois qu'on doit plutôt faire ceci. Face à telle chose, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt du Congolais. Et vous devez savoir, lorsqu'on parle du Congolais, on ne fait pas seulement allusion aux autorités ou à l'autorité. Du Congolais ordinaire, comme toi et moi. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour pour nous assurer que ce pays fonctionne? Moi, je te donne un exemple. Dernièrement, je reviens de Kolwezi. Nous arrivons quelque part, il y a eu une barrière où le minerai doit sortir pour aller à Lubumbashi. La barrière est constituée de quoi? Juste un bambou avec des Congolais qui travaillent. 3-4. Des gros camions remplis de minerais viennent. Ils stoppent juste devant cette barrière. Et ces Congolais ont le devoir de contrôler et de certifier tout le minerai qui sortent là. Lorsque nous sommes arrivés devant la barrière, nous sommes passés. Un des Congolais qui était avec moi m'a posé la question. Il m'a dit, Monsieur Ritchie, ces Congolais qui travaillent dans cette condition, c'est vrai que ces camions transportent des millions de dollars. Mais ces Congolais qui travaillent dans cette condition, tu penses qu'il peut être crédible envers la nation si on les tendait 1000 $? Parce que son rôle, c'est de contrôler les minéraux. C'est de dire à l'État congolais, un camion est passé avec autant de tonnes de cuivre, un camion est passé avec tel minerai dedans. Mais M. Ritchie, penses-tu vraiment que si le camion stoppe, il dit aux Congolais, hey, ouais, Kouya, prends, achète aux enfants de l'eau, 1000 $ ou quelque chose. Et on me dit que le Congolais, à l'exemple, il ne perçoit que 300 000 francs comme salaire. Tu penses que ces Congolais vont résister? Moi, j'ai répondu, j'ai dit, mais il va résister. Pourquoi il ne va pas résister? Mais M. Ritchie, ce n'est pas possible. Comment il va résister? Moi, j'ai dit, mais il va résister. Parce que le problème, ces Congolais qui veulent toucher un meilleur salaire, n'est-ce pas qu'il doit aider l'État à faire plus de recettes? Et quand ces Congolais prennent de l'argent, 1000, quelle que soit la quantité d'argent qu'elle soit, en quoi cela contribue au progrès social? En quoi cela enrichit les trésors congolais? En quoi cela améliore son salaire? Il passera certainement tout ce temps et touchera que 300 000. Mais si ces Congolais se disaient, vous savez, aujourd'hui, moi, je ne touche que 300 000 francs. Je suis fier de faire ce travail. Je veux bien faire ce travail pour que les Congolais qui viendra dans 30 ans, si mon petit-fils choisit de faire ce travail ici, lui touchera 1000 $ de salaire. On lui tend 1000 $, il dit non, monsieur, s'il vous plaît, gardez votre argent, moi, je travaille pour ces Congolais qui vont venir. C'est ça le sens de l'intérêt général. C'est ça le sens de l'intérêt commun. C'est ça le sens de sortir de soi-même pour contribuer au progrès de l'État. Il n'y aura personne, je vous ai déjà dit, que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de faire pour nous ce que nous pouvons faire pour les générations à venir. Et chaque Congolais prendra ça en conscience. Je t'écoute. Nous avons connu plusieurs fêtes de l'indépendance. Vous êtes Congolais. Vous savez qu'il y a eu des moments où on parlait même de cinquantenaire, on a des monnaies, on a eu des pièces, des billets de banque, des cinquantenaires. Il y a eu des chaînes de télévision qui se sont créées. Il y a eu des pagnes. Il y a eu pas bon nombre de choses qui se sont faites par rapport aux 50 ans de la République démocratique du Congo.
Aujourd'hui, nous fêtons 60 ans. Pour ces 60 ans, nous assistons aux turbulences énormes, vraiment énormes, dans notre pays. Tout ça, c'est pour quel but? Vous voulez parler de quelles turbulences? Dans tous les domaines. Hein? Lesquelles? Prenons par exemple l'Assemblée nationale, rien ne va. Nous fêtons les 60 ans, mais l'Assemblée nationale, rien ne va. Les députés ne votent plus les lois, les députés se sanctionnent entre eux, se tirent des coups, se tirent des balles, se montrent les biceps. L'économie ne va pas, la santé n'en parlons même pas, l'éducation non plus. Nos relations avec le pays voisin, ça ne s'en tient pas du tout. Et puis, donc tout ne va pas bien 60 ans après. Tout ça, c'est pour quel intérêt? Personnel? Intérêt de l'État? Non, c'est-à-dire, je comprends que pour vous, rien ne va. Non, non, c'est pas ça. Moi, je parle de l'intérêt que les dirigeants du Congo... Et puis, je comprends que votre lecture est que rien ne va. Il y a ceci. Si tu rentres dans les turbulences politiques dont tu parles, je pense que ça fait partie de l'exercice démocratique normal. Peut-être parce que nous n'avons pas le temps de suivre ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la coalition Jamaïca en Allemagne? Coalition Jamaïca, le parti d'Angela Merkel et d'autres 3 partis, les écolos et les autres. C'était presque les mêmes scénarios. Est-ce que vous avez... Le gouvernement israélien venait d'avoir... L'Israël venait à peine d'avoir un gouvernement dernièrement ici. Ils ont passé près d'une année sans gouvernement légitime. Ils ont fait 3 élections et au cours de chaque élection, il n'y avait pas de majorité claire au Parlement. Jusqu'au point où maintenant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz décident de laisser de côté toutes leurs particularités. Ils disent, on va avancer pour Israël. Il y a coronavirus, il y a tout ça. Ça signifie que les réalités politiques sont les mêmes partout. Lorsque vous avez une coalition, chaque partenaire dans la coalition a son agenda personnel, en plus de l'agenda commun. Exactement. L'agenda commun, c'est ce qu'il y a juste au milieu. Et dans les ailes, vous avez les agendas individuels. Pourquoi les agendas individuels? Parce que vous n'allez pas arracher à un camp politique le droit d'aspirer à prendre le pouvoir seul ou de revenir au pouvoir. Ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête. Donc, nous ne devons pas aller jusqu'au point de dramatiser tout ce qui se passe ici pour dire non, 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 vraiment, à l'Assemblée, les gens se donnent des coups. Envoyer des vidéos, ce sont des comportements qu'on n'encourage pas. Mais nous avons déjà vu des vidéos d'autres assemblées nationales où un député saute sur l'autre, où il fait ceci. Ce sont des comportements ne pas encouragés, mais qui vont avec l'exercice démocratique. Parfois, lorsque un député a du mal à se dépasser, il ne comprend plus qu'il est dans l'intérêt de l'État. Maintenant, il dit non, 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 non. Il dit, n'est-ce qu'à Kandazo bloqué. Et tout. Il arrive que les gens sortent de leur État comme ça. Ça se passe dans toutes les assemblées nationales. C'est vrai que nous, en tant qu'État, nous devons faire des efforts d'avoir un système beaucoup plus performant. Mais cela ne nous exonère pas des réalités qui vont avec l'exercice démocratique. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que même si on est en coalition, ce qu'il y a au milieu, c'est maintenant l'intérêt commun, la nation. Il faut qu'on soit en mesure, en tant que partenaire dans une coalition, à plus converger, à plus regarder vers ce qui est l'intérêt national. L'intérêt national, c'est lequel? Si vous avez 5 ans de mandat, il faut que le Congo puisse survivre pendant 5 ans. Il faut que le Congo fonctionne pendant 5 ans. Il faut que les gens fonctionnent pendant 5 ans. C'est ça l'intérêt commun. Et vous devez être en mesure de planifier pour les prochaines années à venir. Si l'homme d'État congolais, et je pense que certains le font, si l'homme d'État congolais peut être en mesure de voir les choses comme ça, de dire oui, nous sommes en coalition, oui, nous avons nos agendas individuels en tant que camp politique, mais là, pour les questions de l'État, on se met ensemble. Je vous donne juste un exemple classique.
regardez ce qui se passe avec la coalition Lamouka. Juste un exemple. Deux se mettent ensemble et ils disent ceci, les autres contestent. Tel sort, il prend telle posture, les autres contestent. Mais tu sais ce qu'il y a de génial dans ça? C'est que malgré les oppositions internes, le bloc ne se fissure pas. Pourquoi le bloc ne se fissure pas? Parce que les gens sont conscients qu'il y a l'intérêt commun qu'il faut préserver. Et chaque fois que l'intérêt commun sonne, les gens se mettent ensemble. Ils agissent ensemble. Bon, après, chacun rentre dans son travail. Quand il y a l'intérêt commun, les gens se mettent. C'est comme ça qu'un État doit être en train de fonctionner. Tant pour ceux qui gèrent que pour ceux qui sont à l'opposition. Après, tu suivras certainement à la télévision tel opposant qui prend la parole, qui dit bah, le gouvernement congolais, ça ne fonctionne pas, c'est ci, c'est là, vol d'argent, tout ça. Tu auras certainement un partisan du pouvoir qui lui passera à la radio pour dire non, celui-là n'a pas de leçons à nous donner, il est ceci, il est cela, il est ceci. Ça fait partie du jeu politique. Si l'opposant congolais peut relever ce qui ne va pas, il va voir celui qui gère et il lui soumet des propositions. Il lui dit, monsieur le président, monsieur le premier ministre, moi je suis venu vous voir parce que j'estime que telle chose ne fonctionne pas bien. Voilà mes propositions pour qu'on sorte du problème. Pour améliorer l'économie, voilà ce que vous devez faire. Et puis il rentre et il croise les bras. Si le Premier ministre ne le fait pas, ou le président, parce qu'il n'a pas de volonté politique, ou parce qu'il estime qu'il n'a pas de leçons à prendre, alors là il sort de sa casquette d'homme d'État. S'il ne le fait pas, alors à ce moment-là, l'opposant peut passer à la télévision et il dit « J'étais allé voir le Premier ministre à telle date pour ces problèmes. Je lui ai soumis autant de propositions pour ces problèmes. Mais ce Premier ministre n'écoute personne. Parce que ce Premier ministre n'a jamais mis à exécution tout ce que nous lui avons dit. C'est ça l'opposition constructive. L'opposition ou les commentaires qui consistent à polariser simplement les masses, sans pour autant faire des propositions, cela fait partie du problème que le pays a depuis que nous sommes un État indépendant. Donc, quand il y a le coronavirus, moi, Richie Lontulungu, je ne dois pas passer mon temps à critiquer le gouvernement. Oh, ils ne font rien. Bah, ils font ceci. Oh, les politiciens congolais, ils sont nuls. Je dis toujours, qu'est-ce que moi, Richie Lontulungu, je peux apporter pour que la situation aille mieux? C'est mieux pour moi de faire des propositions. Et si j'ai les moyens d'action, d'agir dans mon périmètre et d'amener les autres aussi à agir dans leur périmètre. Ce sont ces efforts individuels qui, mis ensemble, deviennent l'effort collectif pour un même objectif. Pourquoi je ne le ferai pas? Je suis un acteur de la société civile. Pourquoi un politique ne le ferait pas parce qu'il est au gouvernement? Pourquoi un politique ne le ferait pas parce qu'il est de l'opposition? Donc, plutôt que nous soyons 60 ans après, avec tout le problème que nous avons, en train de blâmer le Belge, en train de blâmer... Ça, ce sont des fous fouillants. Si vous ne savez pas mieux servir votre population parce que vous êtes au pouvoir, alors vous cherchez les armes ailleurs. Pour dire non, c'est le Belge, non, c'est les Français, non, c'est l'Américain. Bon, après, le Belge dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Si tu fais une faveur illégale aux Belges pour le plaire, au détriment de ton peuple, dois-je blâmer le Belge? Ou dois-je blâmer l'Américain? Je poserai toujours la question. Pourquoi mon président, pourquoi mon député avait agi de la sorte? Donc l'homme congolais doit être conscient pour savoir que nous avons énormément de boulot à faire. Énormément. Moi, je parcours le pays. Et je pense que c'est Dieu qui veut que je parcours le pays. J'y vais dans le Maïndombe, je parcours le domaine de la couronne. Je ne vois que des petites
petites maisonnettes avec un petit périmètre comme ça autour de l'eau. Et partout c'est vide. Et partout est vide. Que font les autres? Ils disent, mais ces Congolais, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Pourquoi ils ne construisent pas leur pays? Ces Congolais, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Pourquoi ils n'exploitent pas leur eau? Pourquoi ils ne plantent pas le riz? Pourquoi ils préfèrent aller acheter le riz au Pakistan? Pourquoi ils préfèrent aller chercher le maïs? Ça crée des envies. Après, les gens disent, tentons d'abord par la force de bousculer ces Congolais ici, pour que nous aussi on trouve notre part là-dedans. Un jour, j'étais au Kenya. J'ai rencontré un pasteur kenyan qui m'a dit, moi je suis bantou. Il m'a dit, je suis bantou. Tu viens du Congo? J'ai dit, oui, je viens du Congo. Il m'a dit, moi je suis bantou. J'ai dit, mais bien sûr, moi aussi je suis bantou. Donc on est ensemble. Il m'a dit, je suis venu du Congo. J'ai dit, mais bien sûr, tous les bantous sont venus du Congo. Il me dit, j'entends là-bas au Congo que tel pays est entré, a pris les minéraux et est sorti. J'entends au Congo que tel pays est entré. Mais moi je suis bantou comme toi, mais c'est Richi. Pourquoi moi qui suis bantou, je ne vais pas aussi avoir ma part? Donc je me prépare pour prendre l'avion, pour aller chercher ma part aussi. C'est la terre des bantous. C'est le raisonnement qu'il y a dans la tête de tout le monde. Parce que finalement tout le monde s'est dit, et puis moi je lui ai dit, bah, très bien. C'est bien pour toi parce que tu as rencontré un vrai Congolais, différent de tous les gens que tu as déjà rencontrés. Je te dis que c'est difficile pour toi de faire ça. Moi, je t'encourage de venir investir chez moi, amène les capitaux. Mais si tu viens faire la guerre, nous, on va t'attaquer. Et tu ne vas même pas rentrer vivant au Kenya. Si nous ne savons pas valoriser ce que nous avons, nous passerons notre temps, des siècles, des générations, à crier sur l'Occident, à crier sur l'étranger. Rien n'évoluera ici. Et moi, je suis très inquiet. La question que je me pose chaque jour quand je me lève, je suis très inquiet de savoir comment vivront ces Congolais-là qui viendront. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Congolais qui viendront, ils ne vont pas capituler sur la nation? Est-ce que la situation ne sera pas aussi difficile qu'ils diront ça ne vaut pas la peine d'être ici? Déjà aujourd'hui, il y a des rhétoriques très importantes à ne pas négliger. Vous avez des Congolais qui disent Mbokango, ah oui, ça c'est dit. Ce sont des éléments. Ça nous fait rire. Moi j'ai même fait un jour une vidéo, j'ai dit Congolais nyos o balobake, Mboka toteka to kabola, Mboka roteka ezate, balongola makantiwa na mutuna bango. Mais ce sont des éléments qu'il y a là. Pourquoi un Congolais ordinaire va dire ça? Parce que certainement il s'est dit qu'il y a beaucoup d'injustice, qu'il y a beaucoup d'indifférence, qu'il y a beaucoup d'insuffisance. Mais si l'homme congolais peut travailler pour combler toutes ces injustices, toutes ces insuffisances, toutes ces indifférences, le Congo sera un état différent. Et moi, je vais voir cette génération. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à donner des propositions. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'analyse, je donne des propositions. J'ai déjà compris que depuis 1960, chaque fois que nous avons eu un gouvernement, ce gouvernement a toujours été menacé de tomber. Vous aurez toujours des discours, ça et là, monte la population, tout ça. Et puis, boum, le gouvernement tombe. Le gouvernement rentre en fonction 9 mois après, une année après, ça tombe. Gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement d'union nationale, nous avons déjà compris que les gens, certains viennent pour travailler, mais pas tout le monde. Mais malheureusement, depuis 1960, c'est le problème. Chaque fois qu'on a un gouvernement, ce gouvernement ne traîne pas pour tomber, basculer et ramener notre gouvernement. Ça crée une crise politique, on va au dialogue. On va au dialogue, gouvernement d'union nationale. On perd le temps. Le temps nécessaire qu'on pouvait utiliser pour construire le pays, pour construire le Congo, nous le perdons dans des disputes de positionnement. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on nommait le gouvernement dernièrement, il y a des gens qui sont venus voir M. Richi. Pour me dire, M. Richi, on trouve que tu as de la matière, tu as de la notoriété dans le pays. Nous, on aimerait que tu aides le pays. Mais quand M. Richi voit qu'on ne l'a pas nommé, alors M. Richi
va tout faire des subjectifs pour amener ces gouvernements à tomber. J'ai déjà eu à discuter avec beaucoup d'investisseurs à l'étranger. Un jour, j'ai rencontré à New Delhi, en Inde, un investisseur indien. J'ai dit, mais ce sont des gens qui investissent dans le métro. Hein. J'ai dit, mais nous, on a besoin de tout ça. Il faut venir au Congo, il faut amener ça. Et on va régler tout ça là-dedans. La personne me dit, mais moi, je ne viendrai jamais investir au Congo. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? C'est un beau pays, avec des moyens. Qu'est-ce qui se passe? Des ressources. Il me dit, monsieur Ritchie, je ne viendrai jamais investir au Congo parce que moi, j'étais allé dans un projet pour faire quelque chose au Congo. Je suis allé jusqu'au Kasaï. J'ai dit, le Kasaï? Ce qui m'a intéressé, je rentre dans les métros, je vois quelqu'un qui me dit Jambo en Swahili, un Indien. J'ai dit, tiens. J'ai dit, ah bon, toi, j'ai été au Congo. Il m'a dit, je suis allé jusqu'au Kasaï. Quand je suis rentré en Inde pour prendre les matériels, affréter les matériels, on m'apprend que le gouvernement est tombé. Et mes amis au Congo m'ont dit, il faut vite rentrer. Je rentre au Congo, je pars voir le nouveau ministre. Le nouveau ministre me dit, ben écoutez, moi j'ignore totalement ce qui s'est passé avant moi, ben il faut qu'on rouvre le dossier. Et le monsieur me dit, nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent. J'étais déçu, ne sachant pas où courir. Je suis rentré en Inde. Je ne viendrai plus jamais au Congo. C'est vrai qu'en tant qu'État, ce sont des questions que nous avons essayé de résoudre dernièrement, en créant les guichets uniques des entreprises, en créant ceci, tout ça. Mais ça inquiète. Quand des gouvernements doivent tomber successivement, ça ne favorise pas l'investissement direct étranger dans le pays. On dit que c'est un État, ils ont des gouvernements pas fiables. Il vaut mieux ne pas mettre des capitaux importants en République démocratique du Congo. Moi, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit de toutes les façons, aussi longtemps que nous aurons les élections, où on mettra une assemblée nationale, où on va chercher une majorité, qui doit désigner un gouvernement, on aura les mêmes problèmes. Monsieur Ritchie, si vous me laissez juste finir ce que je suis en train de dire, on aura le même problème. J'ai déjà compris et j'ai proposé une théorie. Voilà la question que j'allais vous poser, c'est ce que vous venez de dire maintenant. Est-ce que vous avez une préposition Très bien. À faire pour améliorer le pays? Très bien. Parce qu'il a déjà pris 60 ans. Très bien. On doit s'améliorer quand même. Moi, je veux régler 4 problèmes. Entre autres? Je veux que le gouvernement soit stable sur le temps. Je veux m'assurer que lorsqu'il y a un gouvernement, que ces gouvernements prennent tout le temps pour travailler pour le Congolais. Ok. Le deuxième problème que je vais régler, chaque fois qu'il y a un gouvernement, les gens se plaignent. Ils disent, mais pourquoi on a nommé celui-là? Il n'a même pas de niveau. Il n'est même pas ceci. Il y a des Congolais qui sont pleins de diplômes ici avec des recherches, on ne les nommera jamais. Si tu poses la question, pourquoi on ne nommera jamais ces Congolais? On te dit parce que ces Congolais ne sont pas dans un parti politique. Ou parce qu'ils n'ont pas le parrainage de tel. Ils n'ont pas bénéficié du quota de tel. Je vais régler ces problèmes. Je vais m'assurer que tout Congolais qui aspire à le devenir, le devienne. Pas seulement en tant que ministre, mais partout. Je vais m'assurer qu'il y ait des gens de compétences. Je vais m'assurer que lorsqu'on dit ministre de l'économie, que ce soit vraiment quelqu'un qui a toutes les compétences nécessaires pour diriger l'économie. Et qui a une vision et un projet là où il veut amener le Congolais. Il ne faut pas distribuer les ministères comme des petits bouts de pain. J'ai un quota de 3 personnes. Monsieur Ritchie vient. Monsieur tel vient. Allez, monsieur tel vient. Allez, vous devenez ministre. Je veux m'assurer que les gens qui deviennent ministres au gouvernement puissent avoir la compétence nécessaire et la vision nécessaire et le projet nécessaire pour aider le Congo. Comment je fais tout ça? Comment je crée ce Congo idéal où le gouvernement sera stable pour amener les investissements étrangers, où tout Congolais qui veut aspirer à être ministre peut le devenir demain? Comment je fais pour créer ces mondes-là? Moi, j'ai proposé une théorie que j'ai appelée la théorie réformatrice de l'État, ou encore la nouvelle gouvernance politique. Qu'est-ce que je propose dans cette théorie? Je propose que nous puissions élire les ministres avec un mandat. Je connais déjà ta question. Comment est-ce possible?
je propose que nous puissions élire le gouvernement avec un mandat. Comment je le fais? Je veux que premièrement, nous puissions définir quels sont les ministères dont le Congo a besoin pour fonctionner en tant qu'État. Nous n'avons jamais défini ça. Chaque fois qu'on veut créer un gouvernement, ça suit les mouvements des masses politiques. On crée un gros gouvernement pour contenir tout le monde. On crée un gouvernement comme ça parce qu'on a celle le pouvoir. On crée un gouvernement comme ça. Quels sont... Et tu sais, quand on crée un gouvernement comme ça, on prend le même ministère, on le fractionne en 4, en 5 parties. Maintenant, si tu pars avec un dossier dans X, on te dit, nous, on a déjà mis des annotations, il faut aller dans Y. Quand tu vas dans Y, ils disent, bon, nous aussi, OK, il faut maintenant aller dans A. Tu vas dans A, OK. Tu vas passer à 5 ministères pour valider les mêmes dossiers. Il y a la lenteur administrative. Je veux d'abord qu'on puisse définir dans une loi combien de ministères le Congo a besoin pour fonctionner en tant qu'État. Économie, finance, tout ça, on va catégoriser tout ça. Suppose que ce soit 16 ministères ou 20 ministères dont le Congo a vraiment besoin pour fonctionner en tant que nation. Dès que nous avons ce nombre de ministères, nous créons un portfolio pour chaque ministère. Qui pourrait être ministre de l'économie? Qui pourrait être ministre des finances? Juste un exemple. Avoir un diplôme en économie ou domaine connexe. Avoir travaillé pendant 15 ans dans une organisation internationale économique. Avoir un projet. Être âgé de tel âge. On spécifie tout ça. Dès que nous avons défini le critère pour les gens qui viennent, qui doivent être des ministres, nous ouvrons la candidature. Je connais encore ta question. Oh, comment est-ce possible? C'est que tous les Congolais vont amener les candidats. Ça va fonctionner comment? Très bien. On va faire une histoire comme la CENI, là, où le Congolais doit venir déposer la candidature. Moi, M. Richie, je vais être ministre des Finances. Voilà mon profil, voilà mon projet. Où est les finances congolais aujourd'hui? Où est-ce que je vais amener les finances congolais demain? Qu'est-ce que je vais faire comme action? Les gens déposent les dossiers. Et puis il y a une commission de triage pour savoir quelles sont les personnes dont le profil respecte le portfolio prévu pour chaque ministère. Une fois que nous avons ça, nous aurons des candidats pour chaque ministère. Et une fois que nous avons des candidats pour chaque ministère, le peuple va aller voter. Lorsque le peuple va aller voter, après X temps, nous allons connaître quelles sont les personnes qui ont eu la volonté du peuple. Ils vont aller battre campagne, bien sûr. Pour dire, non, moi je vais être ministre de l'économie. Voilà ce que je vais faire. Voilà là où nous venons. Voilà. Mon profil a été déjà validé. Voilà ce qu'on va faire. Quand ils sont votés par la population, nous aurons la liste des gens qui sont élus pour chaque ministère. C'est déjà ça, les gouvernements. Dernièrement, ici, pour avoir un gouvernement, on a attendu près d'une année. Automatiquement, après ces élections, quelque temps, on va avoir un gouvernement avec des gens qui seront élus. Le Premier ministre, tu vas maintenant me poser la question. Quel sera le rôle du Premier ministre? Moi, je ne vais pas changer de mode démocratique. Le Premier ministre viendra toujours de la majorité parlementaire. Il jouera le rôle de superviseur de l'action du gouvernement. Parce qu'au Congo, lorsqu'on dit le programme du gouvernement, on veut dire 2-3 personnes très intelligentes comme M. Richie sur un arbre qui écrivent. Et quand on vient lire au Parlement, il y a même des ministres qui sont surpris de savoir ce qu'il va faire dans son ministère. Mais là, on va avoir un gouvernement où le programme du gouvernement va ressortir directement des différents programmes pour lesquels les gens ont battu campagne et qui ont été validés. Donc, au lendemain de la publication de ces gens qui ont été élus, nous aurons la liste, nous aurons déjà le programme du gouvernement. La majorité parlementaire va toujours désigner le Premier ministre, qui jouera le rôle de superviseur de l'action du gouvernement. Ça veut dire ceci. Même s'il y a des difficultés au Parlement et qu'un gouvernement et que le Premier ministre tombe, le gouvernement ne tombera pas. Parce que les ministres qui sont élus avec un mandat X sur le temps, 3 ans ou 5 ans. Il peut sauter aussi comme ministre dans les cas où il viole la Constitution. Là, c'est déjà prévu comment un mandataire tombe. Il vole la Constitution, il fait ceci. Mais
Ces ministres sont élus pour un mandat de 3 ans ou de 5 ans en tant que ministre, et ils sont élus avec un programme, avec un projet. Même si la majorité change au Parlement et que le Premier ministre tombe, le gouvernement ne tombera pas. Le gouvernement est stabilisé sur le temps. Si j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai résolu comme problème? J'ai donné la possibilité à tout Congolais d'aspirer à le devenir. J'ai stabilisé l'exécutif sur le temps. Et ça améliore la confiance du pays auprès des bailleurs, des donateurs, des investisseurs directs étrangers. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai enlevé cette histoire des quotas. Parce que maintenant, tout Congolais pourra aspirer à les devenir. Maintenant, tu vas me poser une question. Tu me dis, mais c'est Richie. Comment le Congo a 26 provinces? Si on doit élire le ministre, mais c'est Richie, tu ne penses pas qu'une seule province peut gagner tous les gouvernements? Ils peuvent mobiliser l'argent. Ils font des donations comme les politiciens aiment faire ici. En plus de la campagne qu'ils battent. Et vous avez un gouvernement où il n'y a que des gens de l'Équateur ou des gens du Katanga. C'est possible, c'est probable. Où il y a plus que des gens de l'Équateur ou du Katanga ou du Bandundu. Comment, monsieur Richie, tu t'assures que tu fais voter le gouvernement par la population et qu'une seule province n'a pas arraché tous les ministères? Alors moi, je dis très bien. Très bien. Le Parlement a combien de sièges? 500 sièges. Comment tu t'assures qu'une seule province n'a pas gagné tous les sièges au Parlement? Tu fais la proportionnelle. Nous savons déjà que c'est 16 ministères. Nous savons déjà que les parlements, c'est 500 places. Nous prenons la taille de la population congolaise, 80 millions comme on dit là. On prend 500, on divise par la population congolaise. Ça donne ce qu'on appelle le quotient électoral. Et on y va maintenant dans chaque province. Kinshasa, 12 millions d'habitants. On prend 12 millions, on divise par le quotient électoral. Ça vous donne le nombre de sièges. 50 députés ou 54 députés. C'est-à-dire, si je prends la taille du gouvernement qui est déjà défini de 16 ministères, je le divise par la taille de la population congolaise, j'aurai le quotient gouvernemental. Et si je prends la population de chaque province, je divise par le quotient gouvernemental, j'aurai le nombre de ministères par province. Ça a déjà réglé ces problèmes de géopolitique. Ça signifie que Katanga va avoir 3 ministres, Bandundu va avoir 2 ministres, Kasaï va avoir autant de ministres, toujours dans ces 16-là. Ce qui fait que les gens vont aller battre campagne normalement. Il n'y aura jamais une personne qui aura... Il n'y aura jamais 2 personnes qui auront le même nombre de voix dans toute la République. Impossible. Ce qui fait qu'à ce moment-là, au lendemain, nous aurons déjà un gouvernement qui est en place, avec un mandat défini sur le temps, avec des gens qui sont des gens de compétences, et on a fait participer tous les Congolais dans l'exercice. Vous avez suivi religieusement, ensemble avec moi, la leçon dont M. Richie a pu donner aux téléspectateurs, a pu donner pour faire avancer les pays après ces 60 ans. Ensemble avec vous, nous avons noté, nous avons pris des bonnes notes. Le souhait est que vous continuez à vous abonner massivement à la chaîne Noboza Kota Labiso, na YouTube. Et puis, beaucoup de Labiso, appelez-nous. Nous sommes en bilan. Comme Pebino Sika Biso to Zali. Botika la malamu to kutani mbalasima. Merci.